Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et les vraies voix continuent avec le 19h-20h. Oui, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on se pose. Hein. Non, c'est plus calme aussi. C'est plus calme. Allez, on reçoit deux invités de prestige. En studio, nous avons le docteur Walid Amara. Walid Amara, vous êtes président du Collège national des cardiologues des hôpitaux et vous êtes aussi cardiologue à l'hôpital de Montfermeil. Bonjour. Bienvenue. Jean Sibilia, qui est doyen de la faculté de Strasbourg et rhumatologue, est également avec nous. Vous voyez un plateau de taille. Bonsoir, monsieur Sibilia. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors Jean Sibilia, je vais commencer par vous parler du focus sur la crise des internes. On fait un petit focus quand même, on en a parlé en antenne ensemble. J'avais envie tout simplement de vous poser la question basique. Pourquoi il manque 1200 internes en cette rentrée ? Alors la vérité, vous le savez, est toujours plus complexe qu'on imagine. Hein. Donc j'aimerais bien pour les auditeurs expliquer de façon la plus simple possible pourquoi on est dans une situation qu'on estime être une crise. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les étudiants, les étudiants en médecine, à la fin de la 6e année, ils ont fini leur 2e cycle et ils vont donc postuler à un examen national en toute équité qu'on appelle l'examen national classant, qui va permettre de choisir la spécialité qu'ils souhaitent et dans la ville qu'ils souhaitent. Et cet examen va se faire donc au mérite. C'est un examen national classant. Donc c'est comme ça que ça se passe pour permettre en fait que chaque étudiant, selon son mérite et son classement, puisse choisir la spécialité qu'il souhaite et la ville qu'il souhaite avec un degré de régulation. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas que des ophtalmologues ou des cardiologues, et c'est un petit clin d'œil à mon collègue présent. Ce sont les deux spécialités les plus prisées ? En tout cas, avec la chirurgie plastique, l'ophtalmologie, la cardiologie et la chirurgie plastique, il faut bien sûr réguler, et la régulation se fait pour qu'il y ait aussi des généralistes, des médecins du travail. Donc il faut accepter une régulation, et cette régulation, on y accède par un classement au mérite. Donc ça, c'est le premier point. Il faut bien que les gens comprennent comment ça fonctionne, et ça fonctionne comme ça depuis longtemps. La deuxième chose, c'est que vous pouvez accéder en fin de 6e année à cet examen classant, vous pouvez ou pas. Et cette année, comme c'est la première mouture d'une réforme qu'on appelle la réforme du 2e cycle. Donc c'est la première fois que cet examen classant validant se passe sous cette nouvelle formule. Il y a à peu près 600, 700 étudiants qui ont décidé de redoubler leur 6e année, de ne pas passer pour avoir leur choix de cœur en fait, sans jeu de mots. Donner, si on peut dire ça, sans jeu de mots. Excusez-moi, pour être sûr de valider leur première année d'internat aussi, on peut le dire. Voilà, d'accéder en fait, c'est surtout comme c'est classant, d'accéder à la spécialité, à la ville qu'ils souhaitent. Ils sont donnés une chance supplémentaire. Alors, évidemment, c'est le deuxième point très important. Ça n'est pas par hasard, et c'est une première année qui fait suite, première année dans ce classement, nouvelle forme de classement, qui fait suite à une réforme qui court depuis 3-4 ans. Oui, qui a eu lieu pendant le Covid, c'est ça. Exactement, et réforme compliquée pour les étudiants. Alors cette promo, c'est d'ailleurs appelée avec humour la promo crash test, enfin humour ou pas d'humour d'ailleurs, parce que c'est une pro qui a essuyé les plâtres de cette réforme-là, et je suis solidaire de ces étudiants, clairement. Ces étudiants ont eu vraiment un cursus d'un cycle difficile, et certains ont fait le choix d'attendre une année pour être dans la 2e mouture de cet examen classant validant. Donc de fait, 3e point, c'est les conséquences. Les conséquences, il y en a 2 qu'on va expliquer simplement. Forcément, comme il y a 600-700 étudiants qui ont redoublé, plus quelques étudiants, près de 250, qui n'ont pas réussi en fait l'examen classant, puisqu'il y a une note quand même de 14 à obtenir, mais plus de 95% des étudiants ont réussi. Donc on a d'excellents étudiants, ils sont excellents. Mais il y a quand même à peu près 1000 étudiants qui ne postuleront pas, qui ne pourront pas postuler un poste d'interne, soit parce qu'ils ont redoublé, soit pour les 250 parce qu'ils n'ont pas eu la note minimale de 14. Donc manque de personnel dans les hôpitaux. Et ben voilà, donc il m'a manqué à peu près 1000 internes dans les hôpitaux. Mais là où on peut relativiser les choses, c'est qu'il y a à peu près 40 000 internes au total en France.
40 000 parce que nous sommes aujourd'hui sur des promotions de 10 à 11 000 internes par an. Je vous rappelle quand même, parce que souvent j'entends ça et j'insiste là-dessus, qu'il n'y a pas eu de modification du nombre d'étudiants en médecine et d'internes. Nous étions à 3 500 étudiants en médecine formés dans les années 2000. On est aujourd'hui à presque 12 000. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore à 12 000, mais presque à 12 000. Il va en manquer 1000 sur 4 à 6 promotions de 10 000. Vous faites un rapide calcul. Le nombre d'internes total, c'est entre 40 et 50 000. Il va en manquer autour de 1000. D'où la crise, effectivement. Walid Amara, vous êtes donc aussi à l'hôpital de Montfermeil, on l'a dit. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'hôpital public, c'est un lieu de soins, mais c'est aussi un lieu de formation. Vous, en partie, les services de cardiologie des hôpitaux, ils font partie du dispositif de formation des futurs cardiologues et puis des différentes spécialités internes, justement, à la cardiologie. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté cette crise et comment on fait pour fonctionner quand on a autant d'internes en moins ? On se prépare, mais le problème, c'est qu'on aimerait bien se préparer mieux que ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le moment, on ne sait pas où vont être supprimés ces postes. C'est-à-dire que si vous prenez en région parisienne, vous ne savez pas s'il faut les supprimer dans les grands CHU parisiens ou il faut les supprimer dans les centres hospitaliers de périphérie, loin de Paris, mais également où il y a un besoin important. Qui décide de ça, le ministère ? Non, c'est les choix de stage entre les coordonnateurs des DES régionaux et les ARS, les autorités régionales de santé. Et donc c'est vrai qu'on aimerait bien le savoir assez tôt, parce que si vous devez remplacer un interne par un médecin étranger, par exemple, c'est maintenant qu'il faut le savoir et pas fin octobre. D'accord. Voilà. Et c'est prévu fin octobre ? Les choix des stages vont arriver vers début octobre et le début de stage commence le 2 novembre. Ouais. Donc vous voyez que si vous devez... Mais le problème, il va être sur un an finalement, parce que les 10 internes l'année prochaine, ils vont quand même passer leur année, quoi. Non ? Oui, mais pendant un an, vous allez souffrir. C'est-à-dire, par exemple, dans mon service, nous avons 2 internes de ce qu'on appelle de cette première année de cardiologie. On ne sait pas si on en aura 2, 1 ou 0. Et donc, c'est vrai que si on le sait à l'avance, on peut s'organiser, de dire on va réorganiser différemment le travail. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a personne, alors peut-être Jean Sibilia, il y a personne qui peut s'occuper de la régulation et d'obliger ne serait-ce que un étudiant dont ce n'était pas le choix, mais lui dire tu vas faire une première expérience, ça te sera de toute façon bénéfique et après tu reprends un autre cursus. Ça peut pas être aussi logique que ça, enfin peut-être simpliste, parce que je suis béotien dans le domaine. Bien sûr, bien sûr. D'abord, je voulais vraiment relativiser à nouveau le chiffre. C'est pas relativiser le problème, mais c'est simplement factuellement dire que 1000 internes répartis sur l'ensemble des subdivisions et des 44 disciplines médico-chirurgicales dans l'ensemble du territoire, ça sera effectivement très très peu en fait, mais ponctuellement. Sauf que vous avez tout à fait raison, que ce soit à Montfermeil ou ailleurs, quand vous avez un service où fonctionne avec 2 internes, si vous en supprimez un seul, c'est 50% en moins. Et le problème, vous voyez, il n'est pas que quantitatif, il est qualitatif sur des petites structures. Et donc ça, tout le monde en a absolument conscience. Et vous posez la question de dire comment est-ce qu'on pourrait forcer le système. On ne peut pas forcer le système parce que les internes choisissent. C'est eux qui déterminent le choix, qui est croisé avec le choix de l'ARS et du coordinateur. Et les stages sont ouverts en fonction du choix de l'ARS et du choix de l'université. Et donc on ne peut pas contraindre. Après, il y a des discussions ouvertes. Il y a des commissions aussi. On ne rentre pas dans le détail du fonctionnement, mais 2 commissions, qui est une commission de moyens et une commission d'affectation des postes, et qui se fait avec tout le monde en séance, et les internes eux-mêmes, les élus étudiants, les représentants étudiants sont élus. Donc on essayera, évidemment, je pense, dans toutes les subdivisions, on essayera de faire au mieux avec un nombre d'internes réduit, peut-être faiblement réduit vu la masse d'internes, mais ponctuellement, qui pourra peut-être poser des problèmes sur certains terrains de stage. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, Walid Amara, cette période de transition, justement, de cette réforme qui provoque aussi ce souci, en fait, avant, on pouvait être interne avec une très mauvaise note. Et c'est ça qui a changé. Enfin, je résume bêtement. Alors, je ne remets pas en cause la réforme, mais je pense que c'est bien qu'on dise qu'il faut un minimum de 14 sur 20. Je pense que si vous allez voir votre médecin, vous ne voulez pas voir un médecin qui a eu 2 sur 20, non. Non, il n'y aura pas 2 sur 20, mais qui a eu juste 10, qui a juste la moyenne. Non, on veut le meilleur. Il faut être plutôt le meilleur. Mais en pratique, la plupart des internes qui arrivaient dans nos services, qui sont passés par la phase de la spécialité, sont excellents. Donc le problème, c'est que tout ça, on a l'impression que malgré tout, ce n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'on se retrouve quelques mois avant la date fatidique
avec des choses pas claires. Et donc, certes, les étudiants le savaient, donc finalement, ils ont fait le choix de redoubler. Mais c'était peut-être pas la meilleure idée. On est dans une période où on manque de médecins. Vous voulez prendre un rendez-vous, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un cardiologue, vous aurez un délai d'attente peut-être à Paris de 40 jours, mais peut-être dans certains territoires de 6 à 12 mois. Quand on devient interne dans un hôpital, par exemple, est-ce que l'idée c'est d'y faire carrière ou pas du tout? Parce que moi, j'ai certains retours de malades qui disent oui, ils sont adorables les internes, mais ils prennent le dossier d'un autre et quelqu'un qui est face à une terrible maladie, qui n'a jamais le même interlocuteur, est-ce que c'est aussi le bon système? Ils font des stages de 6 mois et après ils évoluent au fur et à mesure. Quand vous êtes dans une grande ville comme Paris, vous évoluez sur les. C'est jamais les mêmes hôpitaux, à Paris. Voilà, donc ça change. Mais ce qui est une richesse pour eux, à eux de déterminer après dans quelles conditions ils vont exercer. Dans certaines régions de province, peut-être un peu plus, ils ont moins de choix de stage. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ouais. Des fois, enfin pour le patient, c'est un peu déroutant. Ouais. Jean Sibilia, il y a une autre chose que vous avez évoquée, c'est qu'il y a la crise de la valeur travail, peut-être pour certains. Cependant, c'est quand même des gens qui sont très engagés majoritairement. Donc c'est plus leur conception du privé justement et de leur façon de vivre en fait qui joue sur cette volonté de se mettre un peu en recul. Oui, je pense que c'est un point qu'on observe depuis quelques années, qui est intéressant, qui est transversal, qui est sociologique. Pour des étudiants, vous venez de poser une question très importante pour le grand public. Un interne, qu'on appelle un interne, est un étudiant en formation, avec une formation en gradation. Il y a une phase SOC, puis il approfondit, puis il devient docteur junior. Bref, il faut se dire que c'est un médecin qui a toutes les qualités d'un médecin, les compétences d'un médecin, mais il est encore dans une phase de 4 à 6 ans de formation. Et c'est pour ça que ça tourne. Logiquement, il apprend, il se forme. Je voulais quand même insister là-dessus et renforcer ce point-là. Vous posez la question sur leur engagement. Mais ils gardent, nos étudiants, 95% d'entre eux ont plus de 14 sur 20 à l'examen de connaissances. Donc, ils sont excellents. Mais ça permet, cette note, vous avez posé la question, je dis cette note palier, elle est importante parce que dans le système d'avant, vous pouviez être affecté de tous les pays d'Europe comme interne en France avec 0 à l'internat européen. Et donc, moi, je l'ai vécu dans ma subdivision avec des étudiants grecs qui avaient eu 0, qui ne parlaient pas le français, mais qui avaient été affectés parce que la loi était supranationale. Donc, ça vous arrive aussi, Walid Amara? Non, pas du tout. Moi, je l'ai vécu dans ma subdivision. C'était des étudiants qui étaient les 3 ou 4 derniers du classement. Et comme la loi européenne s'appliquait, il était nécessaire de les affecter quelque part. Il y en avait quelques soucis, là. Donc, la réforme, elle a permis de lisser ça. En termes de valeurs, juste très simplement, nos étudiants gardent des valeurs incroyables d'engagement, ils ont du sens dans leur métier, c'est formidable, mais ils organisent leur vie autrement. On organise sa vie professionnelle, sa vie personnelle avec un équilibre différent qui est tout à fait légitime et qui est une modification de notre société aujourd'hui qu'il faut accompagner. Merci messieurs, vous restez avec nous parce que en thème 2, on va faire le focus sur cette crise des urgences aussi qui nous embête tous. Oui, et d'ailleurs vous êtes nombreux à nous faire remonter des infos, n'hésitez pas, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le focus sur la crise des hôpitaux continue avec de très beaux invités. Oui, nous sommes avec Walid Amara, qui est président du Collège national des cardiologues des hôpitaux. Jean Sibilia, le doyen de la faculté de Strasbourg, et vous êtes également rhumatologue. Et je le disais, il y a urgence, Judith. Ouais. Et avant de vous écouter, messieurs, on va foncer au standard 0826 300 300. C'était tout juste qu'on allait parler des urgences. C'est pour ça que je faisais un petit clin d'œil, mais vous ne l'avez pas perçu. Des fois, ça peut arriver. C'est pas... En même temps, il nous reste 5 minutes 46. C'est pour ça, il y a urgence. Donc, Christophe qui nous appelle de Marseille. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Christophe. Alors Christophe, vous êtes ambulancier, donc vous êtes vraiment au cœur de la problématique. On voudrait que vous nous fassiez un petit point sur votre situation, sur votre métier. La situation, ça fera que plus de 20 ans que ça dure pour les urgences et pour l'hôpital et la santé
On vous entend mal, ouais. Christophe. Ce qu'on fait, on essaye de vous recaler au standard. On va essayer de vous trouver dans un bon endroit. Revenons donc, avant que Christophe revienne, donc sur cette problématique. C'est une vraie crise, une nouvelle fois. On l'a vu cet été avec les urgences. Tout à fait. Alors, il y a évidemment un problème multiforme, à commencer par l'augmentation du nombre de patients, puisque cette année, il y a eu 21 millions de patients qui sont passés par les urgences versus 10 millions il y a 10 ans, sans augmentation du personnel, Walid Amara, mais également sans réduction du personnel, on imagine. Tout à fait. Donc, moi, on a quand même l'impression que ce problème des urgences est un problème chronique. Chaque année, on entend la même chose. Bien entendu, comme vous avez dit, le chiffre que vous avez cité est très important, c'est-à-dire qu'il y a plus de passages aux urgences. Pourquoi ? Parce que vous et moi, on peut ne pas avoir de médecin traitant parce qu'on n'arrive pas à en avoir. Tous mes patients me disent, mon médecin est parti à la retraite et je ne trouve pas de nouveau médecin traitant. Et qu'est-ce que vous faites si vous avez une grippe, une angine, vous finissez obligé d'aller aux urgences. Et ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi il n'y a pas de médecin traitant ? Parce que il y a la crise de la vocation et il y a surtout le manque de valorisation des médecins, mieux les payer, mieux les valoriser, lorsque notamment les exercent à l'hôpital. Bon, mais il faut aussi, pour les auditeurs qui nous écoutent, savoir dans quel cas véritablement on fait référence, on fait appel aux urgences. Parce que le ressenti de l'urgence, alors 98% des urgences qui arrivent à l'hôpital sont ce qu'on appelle des urgences ressenties, donc peu ou pas graves. Jean Sibilia, il y a déjà un rappel pour les gens qui nous écoutent. N'allez pas aux urgences pour n'importe quoi. Jean Sibilia. Oui, il y a un côté éducatif. L'éducation du public est importante, mais très sincèrement, Walid l'a dit, je crois que c'est un problème endémique, chronique, et on ne trouvera pas de solution simplement par l'éducation du public. Aujourd'hui, dans le problème des urgences, il y a aussi un problème de sociologique, c'est-à-dire dans la situation de stress aujourd'hui de notre société, la notion d'urgence, elle a pris une dimension différente. Aujourd'hui, on va aux urgences parce qu'on est stressé pour sa santé, stressé pour sa vie, et la précarité, que ce soit la précarité en milieu urbain ou en milieu rural, est un facteur d'accès aux urgences, notamment, on l'a dit, parce que le médecin traitant n'est plus là, l'offre de proximité, le soin de proximité, le médecin traitant n'est plus là pour assumer l'urgence ressentie et l'urgence réelle. Alors justement, vous m'en avez parlé aussi, Jean Sibilia, il y a le plan Braun qui existe, qui comporte un certain nombre de propositions. Sont-elles appliquées ? On peut se poser la question. Par exemple, la proposition en amont de parcours de soins adaptés qui évite des maisons de santé, par exemple, ou autres, qui éviterait aux patients, peut-être Walid Amara, vous pouvez répondre là-dessus, de recourir tout de suite aux urgences. Ça serait une première solution qui n'est pas appliquée ou peu. Quand je prends l'exemple de mon hôpital, il y a une maison médicale de garde qui est adossée à l'hôpital et qui permet justement de recevoir les urgences relatives qui ne nécessitent pas le passage aux urgences, mais qui nécessitent une consultation d'urgence, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais avant tout, pour le résoudre ce problème-là, d'abord, c'est une mauvaise évaluation des besoins médicaux. Pourquoi ? Parce que la société a changé. Les gens ont besoin de plus de temps pour eux-mêmes. Et les jeunes médecins dont on parlait au début ont besoin d'un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et ça veut dire que toutes les évaluations qu'on fait du nombre de médecins, du nombre d'infirmières, sont insuffisantes et qu'il faut revoir les choses à la hausse. Ce que vous disiez, c'est qu'il faut, pour un médecin de la vieille génération, il en faudrait 2 de la nouvelle aujourd'hui pour partager son travail, en fait. Je ne peux pas vous le prouver, mais c'est ce que je constate au sein même des services, au sein même de notre travail. Ce qui revient à dire que du coup, comme il n'y a pas assez de présence, eh bien les gens foncent aux urgences. Donc nous, on va au 0826 300 300 ou Christophe, ambulancier à Marseille, pour le SAMU. C'est devenu la foire d'empoigne pour accéder aux urgences. Vous, on vous appelle et quand on arrive aux urgences, on n'est jamais sûr qu'on va tomber au bon moment. C'est un peu ça. Tout à fait. Il y a des délais d'attente. Chez nous encore, c'est 6-8 heures, donc des fois 10 heures si c'est pas plus. Le problème qu'il y a, c'est que on arrive dans un entonnoir parce que la population elle augmente de plus en plus. Donc forcément, il faut de plus en plus de personnel. L'État, avec la crise Covid et tout ce qui s'est passé, n'a fait que mettre des pansements sur un saignement qui dure depuis plusieurs années. Au lieu d'augmenter vraiment les salaires de tout le personnel soignant, ils ont donné que des primes. Donc déjà, les primes, c'est pas ce qui, on va dire, ce qui donne envie d'aller travailler. On est bien d'accord ? C'est pas pérenne.
Voilà, c'est pas quelque chose de périn. Ensuite, quand on voit aussi, et ça va être une grosse catastrophe, le problème des médecins n'est toujours pas réglé par rapport à leurs augmentations. Je sais pas si vous vous rappelez la grève des médecins il y a pas si longtemps. C'est toujours pas réglé. Certains médecins se désolidarisent de plus en plus de la sécurité sociale. Donc, dans pas longtemps, s'il n'y a pas une solution qui va être trouvée, il va y avoir plusieurs centres médicaux qui vont fermer et où vont aller la plupart des patients aux urgences. Jean Sibilia, quand vous entendez l'embêtement, j'ai envie de dire, de Christophe, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Oui, je crois des Christophe, on en rencontre tous les jours et on se rend compte du malaise persistant, chronique. J'ai repris un rapport sénatorial de 2016-2017 qui décrivait ça dans le détail. Donc je crois qu'il faut que ce que dit Christophe, c'est le bon sens du quotidien. Après, il faut trouver des solutions. Des solutions, et il y a toute une gamme de solutions qui sont proposées, mais toutes ne sont pas efficientes, toutes ne sont pas mises en place. Et je crois que la transformation d'un système, elle prend beaucoup de temps, mais force est de constater que cet été aussi, ça a été, moi je l'ai vécu dans mon environnement médical, extrêmement difficile pour l'urgence, mais il y a des solutions. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre collectivement avec humilité, parce que je crois que personne a la martingale pour régler le problème des urgences. C'est vraiment extrêmement compliqué. Mais vous dites que les solutions existent et donc justement vous faites appel à un super ministre finalement. Un super ministre, je pense que les ministres, c'est des gens. Ils sont tous démissionnaires pour l'instant. Ouais, ils sont démissionnaires, mais ils sont intelligents. Ils connaissent l'état de la situation. Mais après, il n'y a personne, même un ministre, n'a pas de baguette magique pour transformer le système. Et il y a effectivement tout un lot de mesures qu'il faut associer. Et si on ne les associe pas, qui vont de l'éducation de la population jusqu'aux maisons de garde, jusqu'à l'amélioration de la régulation médicale au centre 15, l'amélioration des conditions de travail. Moi, je vais insister quand même. Enfin, j'ai bossé, ça fait quelques années que je ne fais plus de garde aux urgences, mais je l'ai fait. Les conditions de travail aux urgences, ça reste quand même extrêmement compliqué pour tous les soignants, des étudiants d'ailleurs, jusqu'au personnel soignant. Donc et la société a changé. Donc on l'a déjà dit 3-4 fois. Aujourd'hui, il faut qu'on transforme rapidement parce que derrière, il y a de la souffrance des gens. Et ça, c'est très compliqué pour nous. Merci Jean Sibilia. Walid Amarin va vous donner le mot de la fin parce que c'est une conversation intéressante qu'on va devoir et en remerciant aussi finalement. Christophe de Marseille, ambulancier. Merci Christophe. Témoignage. Non, je pense que l'objectif, c'est ce que le grand public voit tous les jours, c'est tout le monde a du mal à avoir un rendez-vous avec un médecin. Et la société est en train de changer et la situation ne s'améliore pas. Vous ayez vu les internes au début, il y a moins d'internes. Que vous voyez aux urgences, il y a moins de médecins. Il faut valoriser tout cela en termes de qualité de travail, en termes de rémunération bien entendu, en termes de participation à la fois du privé et du public à la prise en charge des urgences, parce que vous savez, 85% des urgences qui sont prises en charge dans le public. Donc il faudrait plus que les cliniques participent à cela et que tout cela dans l'intérêt du patient. C'est ça mon mot de la fin. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus par ici. Jean Sibilia, on rappelle que vous êtes doyen de la faculté de Strasbourg et rhumatologue. Et puis Walid Amarin, encore merci d'avoir été présent avec nous. Vous êtes président du Collège national de cardiologie des hôpitaux. Merci messieurs, merci à tous les deux. Vous les auditeurs, vous restez avec nous parce que en partie 3, nous allons parler d'une autre crise, celle du blé. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez raison d'avoir choisi Sud Radio parce qu'on parle de l'actu qui vous touche et qui vous fâche. Deux gros sujets ce soir. Voilà. Ouais. Alors là, on a un autre gros sujet, c'est cette agriculture en difficulté. Notre agriculture l'est, nos agricultures traînent des pieds, puisqu'il y a une crise du blé assez énorme en ce moment. Donc on va essayer de parler des problèmes et des solutions qui existent avec notre invité que l'on reçoit. Oui, bienvenue Éric Apathy, agriculteur et meunier à la Teste de Bûche. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir à tout le monde. Merci donc de me donner la parole. Avec plaisir. Alors justement, ce qui est intéressant, pardon, je suis fatiguée. On peut des fois parler à troisième degré. Alors il va bien. C'est pas moi, marrant, de loin. Pardon. Donc en fait, vous maîtrisez les maillons de la chaîne puisque vous transformez vous-même votre blé. Donc ce qui est un élément important de votre positionnement, mais ça vous empêche pas de souffrir de la crise puisque la météo, on peut pas la contrôler, Éric.
Absolument. Donc les aléas climatiques sont pas maîtrisables. Donc l'agriculture souffre de ces éléments-là, qui était la première difficulté du métier. Et ensuite, tous les autres paramètres suivent, c'est-à-dire les paramètres administratifs, les paramètres donc des charges exorbitantes. C'est ce qui fait effectivement, en quelque sorte, le lot des difficultés au quotidien d'un agriculteur transformateur. Bon, pour qu'on comprenne bien, cette crise du blé, c'est lié, alors elle est vraiment cette année, et c'est vraiment en fonction de la météo. On peut rappeler les caractéristiques parce qu'au bout du compte, le blé devient moins nutritif. Alors que s'est-il passé particulièrement cette année ? Alors, depuis le départ, c'est-à-dire le semis, donc énormément de précipitations, beaucoup de blés ont été inondés, donc il a fallu refaire les semis, déjà. Ensuite, au fur et à mesure de la saison, donc le blé a grandi, mais dans des conditions où le terrain était trop humide, donc effectivement, il a végété, il n'a pas pu absorber les éléments nutritifs pour grandir, etc. Donc, il a végété. En début d'année, c'est la phase importante pour le rendement parce qu'il tale, c'est-à-dire qu'en fait, il a donc différentes cousins qui égrènent. Ça s'appelle le talage, ce phénomène-là, et ça s'est très très mal fait. Donc ça veut dire que le nombre de pieds au mètre carré ou à l'hectare était tellement faible que le rendement déjà à ce moment-là va diminuer. Oui, parce que vous avez dit que vous avez 25% du rendement de l'année dernière. Hein. Oui, c'est ça. Donc une perte de 75%, bon, ça c'est d'ordre général, hein, même un petit peu dans toutes les régions, c'est un classique pour cette année en France. Hein. C'est énorme, hein. Ah oui, c'est pour ça que les cours, normalement, dans la logique des choses, devraient augmenter. Parce qu'il y a une pénurie certaine par rapport à la demande qui va y avoir. Oui. Vous êtes donc à la Teste de Bucht, hein, la région bordelaise. Est-ce que on imagine évidemment que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne pour la question du blé précisément cette année ? Oui, alors donc il va falloir aller un peu plus loin que l'Aquitaine pour trouver d'autres régions qui ont été peut-être mieux loties, mais en Aquitaine, donc en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est sûr que c'est non. Hein. Donc j'ai des terres dans le Lot-et-Garonne, c'est là où je fais mes meilleurs blés. Donc toutes ces régions limitrophes à la Gironde, on est tous à la même enseigne. Ouais. Alors vous avez trouvé une solution, Éric Apathy, qui est intéressante, notamment vous avez moins souffert que vos congénères parce que vous utilisez du blé rouge de Bordeaux, qui est une variété ancienne de population, c'est comme ça qu'on dit dans votre métier, dont le gluten est déchirable, vous allez m'expliquer ce que c'est, et alors digérable aussi, et vous dites que cette variété n'est pas assez mise en avant. Rouge de Bordeaux, on a bien dit blé, hein, blé rouge de Bordeaux, évidemment. Voilà, à consommer sans modération le blé. Absolument, voilà. On vous écoute. Tout à fait. Et si vous venez me voir, ce ne sera pas vain pour vous le voyage, effectivement. Ah, je vais venir, attention. Voilà, et attention parce que je ne vous roulerai pas dans la farine. Bon, en revanche, si vous passez un peu de blé, j'en ai besoin. Tout à fait. Voilà, vous n'avez pas 5 € dans la poche. Tout à fait, c'est ce que je dis à mon comptable, c'est que c'est la seule céréale qui ne me mettra pas sur la paille. Ouais, exactement. Je pense qu'on a fait le tour, là. On est bien. Tout à fait. Allez, donc, pourquoi des variétés anciennes ? Parce que je travaille en mode biologique, et donc ce sont des variétés qui ont la particularité de résister à toutes les maladies. Donc, elles n'ont pas besoin de système curatif, et en bio, en plus, on ne peut pas en faire. Donc, effectivement, c'est un blé où on est à peu près une trentaine de producteurs en France, donc c'est marginal, on va dire. Voilà, c'est très très faible. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait que si c'est un blé qui fonctionne, les gens n'aient pas plus envie de l'utiliser, puisque ça les sécuriserait aussi Alors, c'est un blé qui est très connu dans le monde culinaire, puisque la plupart de mes clients sont des étoilés de 1 à 3 étoiles au Michelin. Donc tous les grands chefs, c'est bon, ça, ils connaissent parfaitement. Et donc c'est une... Alors ça, c'est la bonne question. Tiens, pourquoi... elle en a souvent en plus. Hein. Bravo.
Et en fait, donc moi j'ai découvert ça puisqu'en mode biologique, on prend que des blés restants maladifs, et 2 qui ont des arômes. Donc celui-là correspondait à mes critères. Et effectivement, si vous voulez, par rapport à un blé hybride, il aura moins de rendement à l'hectare. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, j'ai un hybride, un seul, parce qu'il en faut pour satisfaire ma clientèle, mais c'est marginal. Les hybrides chez moi, c'est que et c'est une variété de blé qui a à peu près une dizaine d'années. Sinon, tout le reste, c'est variétés anciennes. Par contre, lui, ce blé rouge de Bordeaux, il a une résistance à la sécheresse. Il a un bon talage, c'est ce que j'expliquais, la faculté de se reproduire en janvier notamment. Comment je dirais, comme certaines variétés, ça a été quand même, quand vous le valorisez pas, il n'a pas d'intérêt. Parce qu'en fait, c'est ça, quand l'agriculteur donc le vend à un organisme stockeur ou à un négociant, sans être transformé, il est rémunéré, si vous voulez, au même cours qu'un blé bio normal, c'est-à-dire rien. Donc ça déjà, effectivement, il n'a aucun intérêt financier s'il n'y a pas une transformation derrière. Oui, donc ça nécessite quand même de s'adapter en fonction de la région où on est, etc. Mais là, moi je l'avoue, je pense que vous aussi, Judith, on a découvert cette histoire de blé rouge là qui est particulièrement intéressant. Alors, il y a une belle histoire. Alors, moi je les adore, les vaches. Donc 3 vaches bordelaises. Alors malheureusement, qui sont en voie de disparition sur votre ferme, et pourtant elles sont très utiles. Expliquez-nous, parce que ça c'est une histoire forte également. Absolument. Donc les vaches bordelaises, donc je vais les mettre en place tout simplement parce que en agriculture biologique, il faut une rotation. Donc avant de produire un blé, je mets 2 ans de trèfle ou lucerne, c'est-à-dire une légumineuse, et jusque-là, donc j'ai rebroyé, c'est-à-dire que j'ai utilisé de l'énergie fossile pour maintenir propre ma culture. Or là, l'avantage, c'est que la vache bordelaise, pareil, il reste que 200 animaux, me semble-t-il. C'est pour ça que ça fait l'objet. Ah oui, c'est pas beaucoup, Voilà, de contrats de conservation. Et la particularité, comme c'est à croissance lente, forcément, donc la viande est savoureuse, mais c'est une vache mixte qui a aussi des qualités laitières. C'est pour ça qu'elle peut être utilisée pour de la viande, mais aussi pour du lait. Donc l'idée maintenant, c'est que dans mes rotations, je vais mettre donc des vaches, et encore plus puisque vous parlez de l'atteste, puisque à l'atteste, en fait, ce sont des test de bûche, ouais. Voilà, donc le goût de méchant touche la dune du Pilat, donc ça évoquera la situation. Sauf que tout ce secteur-là, c'est donc du marécage. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment destiné aux animaux. Et en même temps, il y a 2 ans, il y a eu des feux conséquents, et donc ça permet aussi d'entretenir la végétation. On n'en parlera jamais assez. Voilà. Donc c'est pour ça que l'avantage des ça permet de faire revenir les abeilles. Ça, vous pouvez nous dire 2-3 petits mots sur vos abeilles aussi? Les abeilles, oui. Donc ça, c'est pour les oléagineux. Ouais. Alors pour le grand public, oléagineux, c'est colza, tournesol, lin. Je fais butiner comme mes collègues, donc toutes ces cultures-là par les abeilles, parce que ça permet d'améliorer de 25% le rendement. C'est énorme, ça. Oui, ça c'est énorme. Et en plus donc des vertus, donc après de notre miel ou tous les dérivés du miel, mais c'est conséquent. Et c'est la raison pour laquelle donc j'en mets, parce que j'ai une miellerie juste à côté de chez moi, une miellerie associative à Bordeaux. Et l'avantage, c'est que quand je fais des visites guidées de mon exploitation, je sensibilise le grand public au fait qu'il faut aussi des abeilles. C'est vraiment une notion importante, la pollinisation par les abeilles, oui. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est beau tout ça, parce qu'en fait tout est lié, les vaches, les abeilles, et puis tout bien sûr lié. Ce fameux blé si important. Et on vous soutient, évidemment, vous les agriculteurs, parce qu'on se nourrirait moins bien si vous n'existiez pas, même pas, quasiment pas du tout d'ailleurs. On rappelle, Eric Apathy, que vous êtes agriculteur et meunier à la Teste de Bûche dans la région bordelaise, et que pour ceux que ça intéresse, c'est la maison Apathy que vous pouvez trouver sur internet, et pour déguster et tout ça aussi. Alors ça va être intéressant aussi après. Voilà, alors un point de vue un petit peu plus positif, on va dire, de l'agriculture, la viticulture, qui selon notre prochaine invitée, Valérie Guérin, qui est viticultrice, on va vous en dire un peu plus, c'est l'agriculture qui va bien, la viticulture. Oui, le vin, quoi. Voilà, avec modération. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, chers auditeurs, figurez-vous qu'il y a une agriculture qui va bien, et c'est la viticulture. Et puis d'ailleurs, on a quelqu'un pour en témoigner, une invitée de marque, Frédéric. Ben oui, partons dans le Languedoc. Valérie Guérin est avec nous. Le domaine des 1000 vignes à la palme dans le Languedoc. Bonsoir Valérie Guérin. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors Valérie, vous êtes donc à la tête du domaine des 1000 vignes, hein, le domaine c'est des grands vins du Languedoc, avec votre sœur Agnès. Vous êtes et propriétaire et vigneronne. Et ce qui vous ennuie un petit peu, en fait, Valérie, c'est que les plaintes, c'est en fait en général les plaintes de vos confrères agriculteurs ou viticulteurs, hein, qui disent notamment que la production manque, alors que vous pensez qu'il faut plutôt la réduire. Hein. Oui, alors je comprends pour certains qu'elle manque, il y a une crise qui est là, réelle. Mais je pense que ça peut être une force quand même, le manque, le rare, le peu. Moi, en ce moment, vous savez ce que je fais ? Je suis en train de ciseler des raisins dans mes vignes. C'est-à-dire que vous les ramassez pas avec des machines, hein, c'est ça que vous dites ? Je ne suis pas encore au temps de la cueillette, je suis au temps du ciselage. Expliquez-nous. Je connais rien. Donc là, par exemple, si vous êtes coiffeur, ça vous parle. On cisèle. C'est une image. Oui, cisèle, c'est enlever, c'est faire tomber des raisins qui en est moins, donc peu. Okay. Et ce peu va donner peut-être une qualité plus belle. Le rare va peut-être rimer avec l'extraordinaire. Ça va peut-être être source de joie. Ça va moins être anxiogène. On va aller vers des possibles plus heureux, plus joyeux. Vous voyez ? Mais Valérie, c'est vous qui le portez votre vin. C'est pas possible. Vous y mettez de votre soleil. Ça s'entend. Je précise que c'est dans l'Aude, hein, d'ailleurs. Vous êtes dans l'Aude, hein, précisément. Du soleil et de la fraîcheur. Dans des zones où le soleil est omniprésent, moi, vous savez ce que je fais ? Je garde mes parasols naturels. Mes vignes, elles retombent, elles sont abritées, je n'enlève pas les feuilles. Et ça aide à garder de la fraîcheur aussi et à porter les raisins en vraie juste maturité. Et avoir des jus frais. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas profond, qu'il ne soit pas long, n'est-ce pas ? Trouver des équilibres. Vous savez comment s'appelle une de mes cuvées ? Allez-y. L'idyllique. Ça vous va bien aussi, Valérie, l'idyllique. La belle idylle. Dans chacun de mes bouchons, il y a écrit idylle et réalité. Les rêves de faire face, les rêves d'avoir des vins extraordinaires et les réalités concrètes de moins de 200 mm d'eau par an. Alors bon, et ne bougez pas trop, hein, Valérie, parce que ça bug un peu quand vous bougez. Ça bug un petit peu au niveau du téléphone. Alors, donc, mais je reviens à la question de Judith, qui, on l'a dit déjà tout à l'heure, a toujours des bonnes questions. Judith, hein, je reprends ce que notre auditeur a dit avant. Faites-vous plaisir. Bon, très bien. Puis à vous aussi, tant qu'à faire. Mais c'est quoi cette volonté finalement de dire on ne va pas sur la quantité, mais la qualité de production? C'est la base ou c'est vous une philosophie plus? C'est une philosophie du renoncement qui est propre au domaine des 1000 vignes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour faire face au réchauffement climatique ? Eh bien, on met des cépages adaptés on conduit ces vignes de façon différente, on passe à plus de travail manuel, moins de mécanisation. On réduit sa production et après, quand on rentre en cave, eh bien, on fait des élevages un petit peu plus longs aussi. On prend le temps d'élever sagement et on n'est pas dans l'urgence. De même que là, vous voyez, je ne suis pas. Ah, on vous a perdu, Valérie. De même que là, je ne suis pas, et ça s'est arrêté là. Recommencez votre phrase. Vous êtes de retour, donc vous avez dit de même que là, je ne suis pas. Allez-y, c'est à vous. Je ne suis pas dans l'attente, je ne suis pas passive, je suis en ce moment en train d'enlever des grappes sur mes souches avant d'aller cueillir celles qui restent. Alors Valérie Guérin, moi il y a une question que je me pose, que peut-être pas mal de gens se posent, c'est quand on réduit la production, comment on fait pour gagner sa vie ? Et bien, je me suis aperçue qu'en ayant moins de jus,
on augmente la qualité de ces jus. La production est plus extraordinaire, elle est encore plus belle. Le rare rime avec le meilleur en qualité. Alors donc une après, petite augmentation des prix, quoi. Alors, après, c'est un autre axe de travail. Après, moi, vous savez, je suis une jardinière, je suis une cuisinière en cap, après, je suis une commerçante, et ce soir, avec vous, je vous transmets mon savoir-faire. Bien sûr. Donc, rapidement. Donc, effectivement, les prix sont un peu plus élevés. Mais quand on s'achète de la qualité... Ça, au regard du travail fait main, sur mesure qui est effectué. Surtout que, surtout Valérie Guérin, ça doit se justifier assez aisément. C'est-à-dire que on a de moins en moins, j'ai l'impression, de consommation de produits comme le vin en masse, mais justement, on peut pas boire beaucoup parce que quand on repart en voiture et tout ça, on est contrôlé. Donc, on prend un verre de vin, mais autant faire se peut un excellent verre de vin. C'est ça la nouvelle philosophie. Moi, je pense qu'il faut boire bon. Effectivement, c'est comme la viande, on mange moins, on mange meilleur. Bien sûr. Je pense que le moins participera au meilleur. Après, il faut savoir partager le rare aussi. Alors c'était ma question, la rareté, vous la partagez justement Valérie, alors expliquez-nous comment. Oui, je la partage, bon, avec les chefs étoilés qui m'encouragent, bienveillants depuis des années, que ce soit Pierre Gagnère, que ce soit le Mirazur à Menton, des chefs non étoilés, un restaurant à viande aussi que j'aime beaucoup à Paris, le Sévéro. Ouais. Vous voyez, et voilà, et je produis moins de 20 000 bouteilles par an. Pour autant, on se retrouve sur différentes tables en France et à travers le monde. Et aussi, nos vins sont destinés aux amateurs particuliers. Une cuvée d'assemblage, tout est soigné au Mille-Vignes. Pour autant, je rends chaque année une cuvée d'assemblage accessible en prix. D'accord. Et le but, c'est aussi de partager la rareté avec tout le monde, quoi. Avec le plus de gens possible, avec tous non, mais essayer de partager le rare. Moi, je pense que le rare peut se partager. Et ce qui s'entend aussi, c'est la qualité du vin du Languedoc également, parce que évidemment, il y a ces grandes régions connues. Nous avons parlé avec un Bordelais précédemment. Je n'oublie pas les Bourguignons, mais vous aussi, pour votre terre, pour votre région, vous avez cette exigence parce que ça monte en gamme aussi le Languedoc. Oui, depuis des années, il y a beaucoup de grands vignerons qui tirent vers le haut la région, en France et à travers le monde. Je vais pas je vais pas donner les noms évidemment, mais bien sûr, heureusement que nous avons des locomotives. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire, de tirer vers le haut nos appellations sudistes. Voilà, je suis fière de nos terroirs, de nos territoires, et je suis très optimiste. Et je pense que d'autres vignerons pourraient venir piocher dans nos petits jardins de Mille-Vignes. Quelques belles idées pourraient enchanter la viticulture sudiste et française. Au niveau de la terre, parce que justement on parlait précédemment de la crise du blé, parce que là pour le coup il avait beaucoup plu, alors que dans l'Aude, on est près des fameuses Pyrénées-Orientales où on le sait, c'est le département le plus sec. Est-ce que cette terre sèche, elle vous affecte ? Cette terre sèche développe en moi une capacité d'innovation. Je m'adapte, j'innove, je crée. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc j'ai une philosophie très positive. Je ne subis pas. Je suis dans une action différente. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez envie de... Allez-y. Pardonnez-moi. Non, je pense que le modèle d'une petite structure est intéressant parce qu'une petite structure viticole, en tous les cas, est beaucoup plus facilement adaptable qu'une grande structure. Moi, je prône le small is beautiful en Mille-Vignes. Et d'ailleurs, c'est un concept, un idéal, en fait, que vous auriez envie de partager aussi avec le plus grand nombre des agriculteurs et des gens qui... Voilà. Absolument. Votre enthousiasme à l'écoute ne peut que réussir. Merci Valérie Guérin. Oui, à tout bientôt. Alors je rappelle quand même que le domaine des Mille-Vignes, les Mille-Vignes, c'est des grands vins du Languedoc. C'est un vin d'auteur créé par Agnès Guérin et Valérie Guérin. Vous êtes toutes les deux propriétaires vigneronnes et vous vendez aussi du soleil. Et vous le donnez à la radio. Merci d'être venu parmi nous.
C'était bien, c'était vraiment bien. C'est bien aussi, les agriculteurs, ils nous apportent cette fraîcheur, parce que ce sont des questions avec des mots qui font du bien. Blé, vin, mais vous savez abeilles, qu'on est hors délai ou pas, là, Frédéric Brandel. Voilà, à demain. Voilà, salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.